Maintenant que ce chapeau introductif nous amène à plonger dans les avatars de la surveillance en temps de déconfinement annoncé, eh bien, je vais laisser la parole pour aborder la question sensible de ce débat qui est pendant autour des dispositifs de traçage de nos concitoyens pour assurer une sortie aussi apaisante, nous promettons que possible, du Covid, à nos trois intervenants, en commençant par le tandem que vont former Emmanuel Deter et Ludovic Paillet. Je vais vous laisser tout de suite la parole pour intervenir dans le temps qui vous est livré. Je rappelle simplement qu'en cas de dépassement, j'ai, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, fourbi mes armes. Un dépassement, disons, qui flirte avec le raisonnable, vous expose à un carton bleu, le carton de la CEDH, et bien évidemment, au-delà, c'est la norme suprême qui s'impose à vous, la Constitution, sous la forme de ce modeste carton rouge. Et comme je sens venir l'attente autour de la cloche, sachez que le pack est derrière nous, donc j'ai dû rendre les armes, mais que j'ai réussi à retrouver d'autres formes d'outils qui sont plus enfantins, j'en conviens, mais qui auront le même effet, j'espère. Allez, trêve de circonvolution, je laisse sans plus tarder la parole à Emmanuel pour démarrer. Donc. Merci beaucoup. J'ai cherché à diviser mon temps de parole en deux parties pour justement tâcher d'égarer le président et éviter qu'il ne puisse me suivre de trop près. On verra si ça fonctionne. Alors, il faut bien commencer pour vous parler de cette application Stop Covid, ou plutôt de ce projet d'application, par vous expliquer quelle est l'invention technique qui se cache derrière ce projet, une invention technique assez astucieuse qui est résumée dans cette petite bande dessinée qui a beaucoup circulé, que vous avez peut-être déjà vue. Voilà ce qui est au soubassement de Stop Covid et de tous les projets d'application européens et asiatiques. Alors ensuite, il y a des variantes entre eux, mais l'idée générale est celle-ci. Vous allez utiliser des téléphones, non pas pour vous géolocaliser, non pas pour utiliser leur partie GPS, ça ce serait le tracking et ça n'est pas une option qui est considérée par la France. Vous allez utiliser ces téléphones pour envoyer en permanence autour de vous, via le Bluetooth, un certain nombre de petits messages aléatoires, un petit babil de téléphone portable qui va éventuellement être entendu par les autres téléphones qui vous entourent. Donc, vous voyez que sur cette BD, on vous dit que votre téléphone s'exprime en permanence et les téléphones de vos voisins parlent également. Votre téléphone est capable de se souvenir de tout ce qu'il a entendu. De sorte que si vous restez durablement au contact d'autrui, votre téléphone aura enregistré les petits messages aléatoires par lui prononcés. Votre téléphone va donc se souvenir de tout ce qu'il a entendu, il va le garder pour lui, sauf si quelques jours plus tard, vous êtes malade et que vous êtes officiellement testé positif au Covid-19 par un laboratoire. Si vous l'êtes, on va vous donner un code à usage unique, être rentré de l'application pour éviter que des petits malins s'amusent à se déclarer malades alors qu'ils ne le sont pas. Donc là, le laboratoire vérifie que l'état déclaré est réel. Vous allez donc saisir ce code dans l'application et là, votre téléphone va verser sur un serveur central, je schématise, il y a plusieurs protocoles possibles, mais va verser sur un serveur central l'ensemble des petits messages qu'il a prononcés au cours des 14 derniers jours. Le serveur central dispose donc d'une grande piscine remplie de messages qui ont été prononcés par des personnes ensuite testées au Covid-19, mais dans cette grande piscine, tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels messages ont été prononcés par qui. On veut éviter qu'il soit possible de reconstituer le graphe social, c'est-à-dire de savoir qui a été à proximité de qui. On veut éviter au maximum que l'intimité de votre vie privée puisse être compromise par ce partage d'informations. Les téléphones des autres utilisateurs régulièrement vont venir puiser dans cette grande piscine et regarder si eux-mêmes ont été en contact avec les messages de personnes malades. Et s'ils se sont trouvés pour une période à fixer par les médecins de 5, de 10, de 15 minutes à proximité immédiate de personnes ayant été diagnostiqués malades, on va en conclure qu'eux-mêmes sont susceptibles de développer le Covid-19 et que par conséquent, il convient peut-être de les confiner, de vérifier s'ils développent des symptômes, de les tester et donc de commencer à cerner un cluster de contamination avant qu'ils ne puissent faire de dégâts.
Bon, dit comme ça a l'air, extrêmement séduisant, ça l'est en bonne partie, hein. Moi, je n'ai pas que des critiques à faire, contre ce concept, j'aurais un discours globalement mesuré à son égard, vous le constaterez. Il y a quand même pas mal de problèmes qui se posent immédiatement. Le premier, c'est que tout ça ne fonctionne bien que s'il y a un taux d'adhésion dans la population qui est relativement élevé. S'il n'y a que quelques personnes qui utilisent Stop Covid, ça ne peut pas fonctionner. Or, pour parvenir à un taux d'adhésion, très élevé, il faudrait que les gens aient vraiment confiance dans le procédé. Vont-ils avoir confiance? La discussion de ce soir permettra peut-être de répondre à cette question. Autre problème, la fiabilité du protocole Bluetooth qui n'a pas été conçu pour mesurer des distances entre téléphones portables. C'est quelque chose qu'on fait faire au Bluetooth dans ce contexte, mais le Bluetooth n'a pas été prévu pour ça et par conséquent, votre téléphone peut se tromper. Il peut estimer que quelqu'un est proche de vous alors qu'il est éloigné ou au contraire, estimer qu'il est éloigné alors qu'il est proche parce que les ondes auront rebondi sur des meubles ou au contraire parce que vous êtes dans un milieu très ouvert dans lequel les ondes circulent très bien et le téléphone s'y trompe et il a tendance, dans ce cas, à ne pas évaluer correctement la distance. Ensuite, quand bien même vous êtes capable d'évaluer correctement via le Bluetooth la distance qui sépare les personnes, comment savez-vous de manière automatique et universelle si cette distance est dangereuse d'un point de vue sanitaire? C'est extrêmement compliqué et j'ai à l'esprit un exemple qui vient d'être donné dans un journal que j'apprécie, Next Impact, d'une chorale en Asie dans laquelle les distances de sécurité avaient été respectées, 1,50 m à 2 mètres entre les chanteurs, mais les chanteurs expirent l'air de manière plus forte et plus active lorsqu'ils chantent et la contamination a eu lieu et quasiment toute la chorale s'est retrouvée contaminée par un seul cas à l'issue de cette séance de chant. Dernière discussion que je mentionne, entre les différents protocoles techniques et les architectures qui sont possibles, il y a beaucoup de discussions entre spécialistes sur ce qui serait préférable. Il y a des modèles français, allemands, des modèles suisses qui sont en concurrence technique, qui présentent tous des avantages et des inconvénients, et tout ça fait l'objet de discussions très âpres dont vous avez probablement eu quelques échos. J'y reviendrai si la discussion nous le permet, mais voilà, je m'en tiens là pour cette première présentation purement technique et je laisse la parole à Ludovic Payet pour entrer dans le détail de l'analyse juridique qui doit être construite sur cette première base technique.